Bonsoir, je vous laisse prendre place pour ceux qui arrivent par le haut. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et à tous ceux qui nous suivent à distance, cette conférence. Je suis très heureux, c'est notre dernière conférence du cycle 2024 et je suis particulièrement heureux d'accueillir Rose Gottmöller pour conclure ce cycle de la chaire 2024. Elle est aujourd'hui professeure à l'université de Stanford et vous savez, elle a été précédemment la première secrétaire générale déléguée de l'OTAN, la première femme dans ce poste, après avoir une longue carrière qui a mêlé des activités académiques, des activités de réflexion, mais aussi des activités professionnelles au sein du Conseil national de sécurité, au département d'État. Elle a d'abord été diplômée de l'université Georgetown à Washington, chercheuse ensuite à la RAND, directrice au Conseil national de sécurité sur les affaires eurasiennes, russes et ukrainiennes. Elle est d'ailleurs parfaitement bilingue en russe et donc parfaitement, sa carrière le montrera par la suite, informée des problématiques qui nous occupent particulièrement aujourd'hui. Elle a été directrice adjointe de l'Institut d'études stratégiques de Londres, directrice pour la non-prolifération et la sécurité au département d'énergie des États-Unis. Je ne vais pas donner tous ces postes, mais peut-être celui quand même de directrice du Carnegie Center à Moscou, parce que ça l'a familiarisé, je veux dire, avec toutes les... C'est une kremlinologue avertie, on va dire. Avant, et on rentre progressivement dans notre sujet, dans le sujet qu'elle a choisi de traiter aujourd'hui, dans le fait qu'elle est une grande spécialiste des questions de la dissuasion nucléaire, de la non-prolifération, du désarmement. Elle a été secrétaire d'État adjointe chargée de la vérification et de la conformité de la mise en œuvre des armements au département d'État. Et puis, c'est notable aussi, elle a été négociatrice en chef pour les États-Unis du traité START, New START, qui a été signé en 2010, ratifié et entré en vigueur en 2011, et vous savez, qui a été prolongé jusqu'en 2021 avant d'être dénoncé et suspendu plus récemment en 2023. Sous-secrétaire d'État ensuite à la maîtrise des armements au département d'État, je l'évoquais, et ce poste à l'OTAN. On est particulièrement heureux de la recevoir aujourd'hui pour traiter du conflit Russie-Ukraine et pour traiter de cette problématique particulière qu'on a eu un peu l'occasion d'aborder, mais pas comme elle va le faire aujourd'hui, sous l'angle à la fois du rôle des armements nucléaires, du rôle dissuasif des armements nucléaires pour éviter l'escalade dans les conflits, mais aussi ce qu'on appelle la dissuasion intra-guerre ou interne à la guerre, c'est-à-dire tous les éléments de gesticulation, de précision, de négociation qui permettent de limiter ou de stabiliser la conflictualité dans des moments critiques. Et je dois dire que elle est très attendue à ce moment particulier. On a eu l'occasion d'évoquer cette passe tactique et stratégique de la guerre d'Ukraine, le risque pour les Ukrainiens de se trouver en position de faiblesse face à une poussée russe qui pourrait se manifester davantage encore une fois la phase de dégel accomplie, et qui pose la question du soutien qu'on est capable d'apporter aux forces ukrainiennes, nous, Européens, en termes d'approvisionnement, de production, américains, avec le vote au Congrès. Mais c'est vrai que c'est aussi un moment qui a été marqué par l'actualité de l'élection du président Poutine, un petit peu, mais quand même très faiblement, j'allais dire, dérangé par quelques manifestations politiques ou En revanche, c'est vrai que les attentats contre le Crocus City Hall d'il y a quelques jours posent, là encore, de nouveau, remettent en perspective ce conflit. On voit bien que, comme toujours, les conflits sont aussi, comment dirais-je, les otages parfois des événements, que ces événements peuvent être instrumentalisés, que l'instrumentalisation de ces événements peut faire que tout d'un coup, ce qui paraissait être une voie cadrée du conflit, sa linéarité, eh bien, peut être changée. Donc vous êtes
d'abord très attendu par moi, très heureux, la Sorbonne, de vous recevoir. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de venir à la Sorbonne précédemment, mais c'est pour nous un grand honneur de vous recevoir, très attendu évidemment par notre public. Et maintenant, je vais vous laisser la parole, 45 minutes, le temps que vous voulez pour développer votre propos, un échange entre nous si vous le souhaitez, et puis après les questions de la salle. Merci beaucoup et je vous cède la parole. Merci à vous. Merci à tous et bonsoir à tous. I will speak in English. Je vais m'exprimer en anglais. Toutes mes excuses, mon français n'est pas aussi fort qu'il devrait l'être. J'ai plaisanté tout à l'heure que s'il fallait que je fasse une conférence en russe, je pourrais le faire, mais pas en français. Je me félicite de cette occasion qui m'est donnée. C'est un honneur extraordinaire d'avoir cette possibilité. Merci au Dr Gauthier et merci à son personnel, à Armel Seglek en particulier, qui m'a aidé à organiser cette visite. Mais je souhaite dire que c'est un extrême honneur de m'exprimer ici à la Sorbonne, dans ce magnifique amphithéâtre historique, et de voir devant moi tellement d'experts français de ce sujet, ainsi que d'étudiants de ces questions aujourd'hui. Il est donc tout à fait important pour moi d'entendre aussi vos points de vue, vos avis sur ces questions. Je souhaite insister, en commençant de parler de l'opération de dissuasion pendant la guerre en Ukraine, qu'il s'agit là de mon propre point de vue. Le docteur Gauthier a évoqué mes nombreuses années au service du gouvernement américain ainsi que de l'alliance de l'OTAN. Je plaisante en disant que j'ai l'impression que je ne tiens pas en place quand on lit mon CV, mais bien sûr, j'ai travaillé sur le terrain, dans l'administration et autre part pendant de nombreuses années. Et à ce stade, je ne suis plus du tout dans l'administration. Je suis conférencière à l'université de Stanford et je suis aussi chercheuse à l'institution Hoover. Je parle en mon propre nom, tout à fait en mon propre nom, parce que certains des points que je souhaite évoquer sont tout à fait difficiles à ce stade, à un moment où les choses évoluent très rapidement en Ukraine. Et même aujourd'hui, la situation en matière de dissuasion évolue et peut-être que pendant la conversation, nous pourrons nous demander quelle est la stabilité des conditions que je vais vous exposer aujourd'hui, le fait que maintenant nous en sommes à un moment charnière et que nous verrons peut-être une évolution dans la situation de la dissuasion intra-guerre, mais nous pourrons en parler plus tard pendant la discussion. Maintenant, j'aimerais commencer par vraiment évoquer le comportement de Vladimir Poutine depuis de nombreux mois. Et il a recommencé, Vladimir Poutine, en faisant encore des bruits de sabre nucléaire après une pause de quelques mois. Il était majoritairement silencieux en 2023, après que l'armée ukrainienne a été prise dans ce bourbier. Il n'avait pas besoin d'utiliser cette rhétorique nucléaire quand c'était son camp qui gagnait. Et il semble que cette rafale actuelle de menaces nucléaires semble liée à deux objectifs. Tout d'abord, Poutine a besoin d'inquiéter les républicains en Congrès qui ralentissent le soutien américain en Ukraine. Plus il les rend nerveux, mieux c'est pour lui. Deuxièmement, il y a la réponse de Poutine à ceux qui disent que la Russie était prête d'utiliser les armes nucléaires en octobre 2022, quand c'était l'armée russe qui était acculée près du Dniepr et qu'ils étaient proches de la défaite. Mais selon lui, il n'avait aucune intention d'utiliser des armes nucléaires. Mais bien sûr, ça n'est pas ce que disent les sources du renseignement américain au gouvernement américain. Toutes les discussions nucléaires de Poutine depuis le début de la guerre ont pour but, par calcul, d'orienter les décisions aux États-Unis et dans les capitales de l'OTAN. C'est une forme d'influence que l'on appelle la dissuasion intra-guerre. Quand j'étais vraiment au tout début de ma carrière, quasiment un bébé à la Rande, dans la crèche des prêtres nucléaires, la dissuasion nucléaire était une montée, une descente sur l'échelle de l'escalade
qui était régie par une diplomatie avec beaucoup de doigté et par des acteurs rationnels. C'était la vision qui est sortie de la crise des missiles cubains dans les années 50 par les stratèges nucléaires. C'est Thomas Schelling qui a écrit sur cela. Peut-être qu'il a aussi assigné trop d'ordre à cette escalade et cette désescalade. Mais Poutine a fait de son mieux pour perturber cette vision et cette idée d'ordre, mais aussi c'est le fait d'autres acteurs, notamment les Ukrainiens, et je vais vous dire mon point de vue sur la situation. La dissuasion intra-guerre, alors qu'elle se dessine dans cette guerre en Ukraine, n'est plus aussi ordonnée et elle a parfois l'air irrationnelle. Mais je dirais qu'elle fonctionne. Dans cette conférence, je vais vous décrire comment la dissuasion intra-guerre fonctionne en Ukraine et je vais évoquer certaines idées pour la façon dont l'OTAN peut continuer de la renforcer. Un jour, il nous faudra analyser le fonctionnement de la dissuasion dans cette guerre de son début à sa fin, mais ce n'est pas le moment aujourd'hui de faire cette analyse. Il faut plutôt que nous nous concentrions sur la façon de soutenir cette dissuasion intra-guerre et que nous essayions de nous assurer contre son échec. Au début, le tableau était plutôt lugubre. La dissuasion globale de la Russie avait échoué clairement pour l'Ukraine. Avant l'invasion russe en février 2022, l'Amérique et ses alliés de l'OTAN avaient pris des mesures pour avertir la Russie de conséquences graves, y compris des sanctions économiques profondes et une excommunication politique. Mais rien de tout cela n'avait aucune importance pour Vladimir Poutine car il avait l'intention d'envahir. En fait, la deuxième invasion d'Ukraine, la première étant en février 2014, lorsqu'il a saisi la Crimée, qu'il a déstabilisé les régions orientales de l'Ukraine, le Donbass. Selon certains, l'OTAN n'a pas réussi à dissuader M. Poutine parce qu'il dispose d'armes nucléaires. Ces bruits de sabre nucléaires du Kremlin alimentent ce point de vue en portant les armes nucléaires dans la conscience publique de façon que l'on n'avait plus vu depuis des années. Et je me félicite du fait que les États-Unis prêtent plus attention publiquement aux armes nucléaires, y compris parmi mes étudiants et les jeunes, parce que depuis de nombreuses années, tout cela avait été mis en veilleuse, ça n'était pas vraiment quelque chose auquel l'opinion publique ou les jeunes réfléchissaient. Mais ça n'est pas bon que cela vienne juste après cette invasion de l'Ukraine. Et pourtant, alors que la guerre se prolonge, selon moi, il y a eu effectivement une dissuasion de la Russie. Même si les Russes s'emportent contre les armements et matériels envoyés par les pays de l'OTAN, ils n'ont jamais attaqué le territoire de l'OTAN pour essayer d'arrêter les expéditions. Les Russes se targuent parfois sans confirmation d'avoir détruit des armes de l'OTAN en Ukraine qui sont stockées ou sur le théâtre des opérations, mais ils n'ont jamais perturbé leur transit sur le territoire de l'OTAN. Donc, il y a une dissuasion égale de l'OTAN et des pays et de la Russie par rapport à une confrontation directe en s'en tenant au principe énoncé par le président Joe Biden au début de l'invasion, la nécessité d'éviter une guerre générale en Europe qui pourrait escalader vers un anéantissement nucléaire mondial. Et pour l'Amérique et l'OTAN, cela veut dire aider l'Ukraine mais pas se battre pour elle. Et pour la Russie, cela veut dire ne pas frapper le territoire de l'OTAN. Alors que la guerre continue, la dissuasion adopte un caractère plus nuancé et complexe avec un caractère à plusieurs couches qu'il convient de regarder de plus près. Prenons les efforts à poursuivre les expéditions de céréales à partir des ports de la mer Noire, malgré le retrait des Russes de l'accord organisé par l'ONU. Quand la Russie a quitté l'accord en juillet, elle a déclaré un blocus des ports de la mer Noire ukrainien. Elle a menacé les navires commerciaux d'attaque. Elle a commencé à bombarder les ports ukrainiens en détruisant les silos et l'infrastructure. L'Ukraine a répondu en lançant un appel aux alliés de l'OTAN pour soutenir ses efforts pour expédier des céréales et en se tournant vers les ports sur le Danube, même si ces ports fluviaux n'ont pas la même capacité que les ports maritimes comme Odessa, ils ont certains avantages. Tout d'abord, il y a leur proximité avec le Bosphore, ce qui réduit le temps qu'il faut pour que les navires quittent la mer Noire. Et puis, il y a un pays de l'OTAN, la Roumanie, qui est de l'autre côté du fleuve,
l'OTAN est en alerte au fait que des missiles russes s'égarent au-dessus de son territoire, comme ça a été le cas hier, alors qu'un missile russe a survolé la Pologne pendant quelques minutes. Et l'OTAN avertit Moscou, garde ses défenses en alerte maximale, et l'OTAN organise aussi la police de l'espace aérien au-dessus de la mer Noire près des pays de l'OTAN, en Roumanie, Bulgarie et Turquie, en utilisant une combinaison d'appareils pilotés et de drones. Ces actions de l'OTAN ont un effet dissuasif qui profite à l'Ukraine. À plusieurs reprises, les Russes ont attaqué le port ukrainien sur le Danube d'Izmaïl, mais pas avec la puissance de feu qui a tellement détruit Odessa. On a vu encore une autre attaque massive sur Odessa aujourd'hui même. De même pour les navires commerciaux qui quittent les ports fluviaux d'Ukraine, la présence d'appareils de l'OTAN au-dessus des voies maritimes apporte une certaine sécurité par rapport aux attaques russes. J'appelle cela la dissuasion par la proximité. Plus une installation ukrainienne est proche du territoire de l'OTAN, plus elle pourra éviter des frappes de missiles russes massives. Plus les voies de transport maritime sont proches du littoral de l'OTAN, plus il est probable que les navires qui les exploitent vont éviter les attaques russes. Alors, combien de temps est-ce que cette notion plus nuancée de la dissuasion pourra-t-elle survivre? Parce qu'après tout, elle a certaines limites. L'OTAN ne fournit pas d'escorte navale aux navires et la Russie et l'Ukraine se sont engagés dans une dynamique de frappe contre frappe qui évolue au jour le jour. Odessa a été frappée le 15 mars, j'ai parlé de l'attaque d'aujourd'hui, mais la Russie a frappé fort sur Odessa le 15 mars en tuant 21 personnes. L'Ukraine a riposté en ciblant les ports et les navires russes. Elle a attaqué et détruit le patrouilleur avancé Sergei Kotov près de la Crimée le 5 mars. Et aujourd'hui, 2 autres vaisseaux de débarquement ont été attaqués qui étaient déployés dans des ports de Crimée. L'Ukraine a aussi ciblé les navires commerciaux russes en août 2023 en attaquant un pétrolier près du pont du détroit de Kerch, pont qui a aussi été endommagé par l'Ukraine en juillet 2023. Ces attaques ont envoyé un message clair à Vladimir Poutine. Maintenant, nous sommes en capacité, nous avons la volonté, nous les Ukrainiens, de riposter sur la mer Noire. Les Ukrainiens sont des utilisateurs de missiles confirmés et ils utilisent de plus en plus leur capacité en missiles qui évolue rapidement. Pendant ce temps, les Ukrainiens ont continué à développer leur jeu en matière de dissuasion intra-guerre avec doigté, avec un succès remarquable. Leurs attaques sans répit sur les forces navales russes ont repoussé la flotte russe vers les régions orientales de la mer Noire, hors de portée des missiles ukrainiens. L'Ukraine a dénié à la marine russe son quartier général de Sébastopol. Aujourd'hui, au mieux, la Crimée est un territoire disputé qui a une utilité limitée en tant que base navale ou en tant que plaque tournante pour la logistique pour l'armée russe dans la partie orientale de l'Ukraine. Et dans une grande mesure, les Ukrainiens ont dissuadé les Russes de fonctionner à partir de la Crimée. Là, je dis dans une grande mesure parce que les Russes lancent encore des missiles à partir de la Crimée et les grandes attaques sur Kiev qui ont eu lieu aujourd'hui ont compris des missiles qui ont été lancés depuis la Crimée. Néanmoins, dans une grande mesure, ça reste une grande mesure et selon moi, l'Ukraine a dénié à la Russie la capacité d'utiliser la Crimée comme base en toute impunité. L'Ukraine a utilisé cette réussite pour solidifier le couloir maritime dans les régions de l'ouest de la mer Noire. Le 11 mars, 1000 bateaux avaient utilisé le couloir pour transporter 30 millions de céréales et d'autres produits. Il est intéressant de noter qu'ici, la dissuasion intra-guerre a été renforcée par les intérêts liés au transport maritime et à l'assurance. Parce que les entreprises qui continuent de faire du commerce maritime sur la mer Noire se sont assurées que la Russie et l'Ukraine reconnaissent les inconvénients qu'il y a à frapper les activités commerciales l'un de l'autre. Parce que s'il y a des frappes, les conséquences en seront une hausse des primes d'assurance
et aussi des primes de guerre pour les transporteurs. Et donc, il y a un intérêt égal et réciproque, et donc chacun est dissuadé d'attaquer les navires commerciaux de l'autre. Et là, en tant que parenthèse, bien sûr, là, les Houthis ne voient pas du tout cette leçon dans la mer Rouge, au large du Yémen, parce qu'ils ne partagent pas les intérêts commerciaux des bateaux qui essayent d'utiliser le canal de Suez. Et peut-être qu'un jour, il faudrait voir quelles sont les mesures dissuasives qui pourraient influer sur les acteurs non étatiques, mais en tout cas, le poids de l'assurance n'est pas l'une de ces mesures. Pour en revenir à notre sujet, les intérêts commerciaux n'ont jamais été des problématiques qui touchaient au concept de dissuasion intra-guerre pendant la guerre froide. Ici, c'était une question d'acteurs étatiques et ce qu'ils pouvaient faire pour stopper et renverser l'escalade. Les forces militaires jouaient certainement un rôle, y compris les signaux. Les signaux nucléaires étaient une folie de la période. La diplomatie était importante pour faire passer des messages et pour s'assurer qu'ils étaient bien reçus. Mais les entreprises privées et commerciales, elles n'existaient en tant que médias qui permettaient de faire passer les messages à l'autre camp. Par exemple, l'interview d'un haut dirigeant dans un journal national bien placé pouvait avoir énormément de valeur en tant qu'appareil de communication, surtout pendant l'ère soviétique où il y avait très peu de lignes de communication ouvertes entre Moscou et Washington. Et nous avons vu le rôle des correspondants pendant la crise des missiles cubains qui faisaient passer des messages dans un sens et dans l'autre vers les dirigeants soviétiques et vers les dirigeants américains. De nos jours, le rôle des entreprises médiatiques a passé à surmultiplier avec l'avènement des réseaux sociaux qui peuvent accélérer la communication des messages entre acteurs d'influence, tels que les blogueurs militaires russes qui ont critiqué la performance de l'armée russe et qui se sont assurés que l'histoire de leurs échecs sont largement connus. Leur rôle en tant qu'influenceurs durs ont aussi acculé Vladimir Poutine d'une certaine façon, ce qui lui donne moins de souplesse, moins de marge de manœuvre et qu'il n'aurait pu l'avoir autrement. Mais leur message contribue aussi à la dissuasion intra-guerre en expliquant à Kiev quelles sont aussi les limites des marges de manœuvre ukrainiennes. Alors nous pouvons voir que cet effet de dissuasion existe, il faut toutefois voir avec soin quels sont les risques de l'échec de la dissuasion ainsi que quelles sont les situations où cette dissuasion ne fonctionne pas du tout. Actuellement, comme je l'ai dit dès le début, il y a un duel de missiles qui a lieu entre la Russie et l'Ukraine. Et ni la Russie ni l'Ukraine ne sont dissuadés de lancer des missiles à moyenne et longue portée sur l'autre camp. Les Russes se sont fait une spécialité d'attaquer les zones résidentielles, y compris les installations médicales et les écoles. Ils utilisent ce que l'on appelle le double tap, en frappant tout d'abord une cible civile, et ils suivent avec une autre frappe alors que les services d'urgence affluent, ce qui est particulièrement méprisable, et ils ont perfectionné cela pendant la guerre civile en Syrie. Ce type d'attaque a eu lieu d'abord à Odessa aussi, le 15 mars, et il y a eu 3 personnes responsables des services d'urgence qui ont été tuées parmi les 21 personnes. Et la Russie et l'Ukraine attaquent les infrastructures industrielles l'un de l'autre. La Russie cible le réseau électrique et énergétique, les installations portuaires et les silos de céréales. La Russie s'est fait aussi une priorité d'attaquer Kiev, la capitale russe, avec aussi une attaque de missiles aujourd'hui, même si l'Ukraine a envoyé des drones sur Moscou, y compris bien sûr celui qui a explosé le 3 mai au-dessus du Kremlin. L'Ukraine ne s'est pas fait une priorité d'attaquer la capitale russe. Plutôt, juste avant l'élection présidentielle le week-end dernier, l'Ukraine a utilisé des drones pour attaquer des raffineries de pétrole, jusqu'à 12, et d'autres installations énergétiques. Selon Bloomberg, les 2 plus grandes frappes représentent près de 12% de la capacité de traitement de pétrole de la Russie. Ici, il convient de mettre en lumière 1 ou 2 points concernant ces frappes ukrainiennes. Tout d'abord, il n'y a que des drones produits dans le pays qui sont utilisés, des drones et des missiles, pas des missiles fournis par l'OTAN. Deuxièmement, il semble que l'Ukraine cible
spécifiquement des infrastructures industrielles, des installations pétrolières et gazières, plutôt que des cibles civiles, ce qui, selon moi, les différencie des Russes. Troisièmement, les attaques sont lancées par le SBU, les services de sécurité ukrainiens, et pas par l'armée régulière. Autrement dit, les Ukrainiens traitent ces frappes comme des opérations irrégulières. Cela a permis à Kiev d'adopter une posture de « je ne peux ni confirmer ni nier » ces attaques sur le territoire russe lorsqu'elles ont commencé au début de la guerre. Mais comme l'a dit le président Zelensky dans son discours à la nation le 16 mars, ces dernières semaines ont prouvé à bon nombre de personnes que la machine de guerre russe a des vulnérabilités que nous pouvons atteindre avec nos armes. Ce que peuvent faire nos propres drones, c'est une véritable capacité à longue portée ukrainienne. L'Ukraine aura maintenant toujours une force de frappe dans le ciel. Et donc, la Russie et l'Ukraine ne se cachent plus de ces attaques de plus en plus, ce qui peut être un facteur dans l'évolution de la relation de ces dissuasions intra-guerre. Et il faut en débattre pour voir ce que l'on pense du fait que les Ukrainiens sont passés de cette situation, pas de commentaires sur les attaques, à de plus en plus sur le fait qu'ils s'ouvrent à ces attaques. Et comme l'a dit le président Zelensky, le 15 mars, le 16 mars, maintenant, nous aurons de façon permanente cette capacité d'attaque de longue portée sur des cibles russes qui nous est disponible. C'est un moment important et, à mon avis, il faut en prendre toute la portée, toute la mesure avec beaucoup de soin. Et puis, la Russie et l'Ukraine continuent de se menacer l'une l'autre d'attaques de missiles à moyenne et longue portée. Les Russes attaquent des cibles civiles, les Ukrainiens se concentre sur l'industrie qui aide l'effort de guerre, mais aucun n'est dissuadé de poursuivre ce duel de missiles. À mesure que cette dynamique d'échange de missiles continue d'évoluer, elle pourrait dégénérer. Il faut donc voir ce que doit être le rôle de l'OTAN, justement pour ce qui concerne la dissuasion de la Russie actuellement. Moi, ce que je pense à titre de personnel, c'est que les règles d'engagement de l'OTAN doivent être réitérées clairement et fermement. Nous apportons une assistance militaire à l'Ukraine, mais pas de troupes sur le terrain. En même temps, il y a des rappels constants qui doivent être faits de l'engagement de l'OTAN à défendre chaque kilomètre, chaque centimètre de territoire allié et avertir la Russie de ne pas franchir les frontières de l'OTAN. De plus, l'Alliance doit renforcer la déterrence de dissuasion de proximité avec l'action de police sur l'espace aérien à proximité de la mer Noire, notamment par la Roumanie, la Bulgarie et la Turquie. Et puis ça, c'est un point qui est également, disons, polémique, et mon gouvernement n'est peut-être pas d'accord, mais l'OTAN devrait renforcer le message qu'elle tolère les attaques ukrainiennes sur les cibles russes tant que l'Ukraine ne se sert pas d'armes ou de missiles de l'OTAN. Ceci peut renforcer la dissuasion à l'encontre de la Russie. Enfin, c'est un point qui mérite d'être discuté. Mon propre gouvernement ne serait peut-être pas d'accord avec cette notion, cette idée de renforcer ce message de dissuasion. L'OTAN doit être prêt à renforcer la dissuasion. Enfin, il y a actuellement une certaine stabilité à la dissuasion, mais elle pourrait se déliter même en ce moment même. C'est pas simplement l'Ukraine, mais l'OTAN qui doit être conscient de cette réalité, de l'instabilité de la dissuasion. Cette dynamique de frappe et de contre-frappe fait qu'il n'est pas possible de prévoir l'avenir. Actuellement, l'Ukraine bénéficie de la dissuasion de proximité dans la mer Noire et ses limites proches des zones de l'OTAN et peut ainsi mener des activités maritimes à partir de la mer Noire. Mais si la Russie voulait exercer une pression là-dessus, sur cette région, il y aurait évidemment la pression d'attaques proches de son territoire, ce qui serait le moment auquel la dissuasion échoue et aboutit à un affrontement direct entre la Russie et l'OTAN, auquel cas Washington et ses alliés devront faire tout ce qu'ils peuvent pour refroidir la température, et parce que l'escalade, et notamment l'escalade nucléaire, doit être évitée à tout prix.
Il est clair que l'escalade, la désescalade dans cette guerre ne ressemble pas à une échelle ordonnée où l'on monte et l'on descend. La dissuasion intra-guerre se produit dans une dynamique à des facettes multiples, avec une dynamique faisant intervenir des forces du combat, les dirigeants à Kiev et à Moscou, et évidemment les alliés qui dialoguent avec aussi bien l'Ukraine que la Russie. Donc il y a différents niveaux d'acteurs. La stabilité entre la Russie et les États-Unis est essentielle pour éviter la catastrophe d'une escalade qui amènerait à une guerre totale et donc à une escalade nucléaire. Et ça veut dire que de toutes les façons possibles, il faut tenir les règles d'engagement définies par Biden dès le départ, à savoir que les États-Unis et ses alliés feront tout pour assister, pour aider l'Ukraine, mais les forces militaires de l'OTAN ne seront pas présentes sur le territoire ukrainien. La Russie s'abstiendra de frapper ou même de toucher des territoires de l'OTAN. Deuxièmement, Kiev et Moscou poursuivent des frappes de missiles dans le territoire de l'autre. Alors on peut s'en défendre, on l'a vu de part et d'autre, comment les deux parties affirment avec quelques succès qu'ils ont pu se protéger des missiles de l'autre partie, de la partie adverse, et l'Ukraine revendique ces attaques qui visent, comme je l'ai dit, l'industrie de guerre russe. La Russie n'a aucun scrupule à attaquer des cibles civiles, et d'où les accusations de crimes de guerre. Mais la première étape pour un cessez-le-feu serait que l'une et l'autre partie soient décidées à mettre une pause à ces attaques de missiles de longue portée. Et à mon sens, ce serait peut-être le premier pas dans la direction d'un cessez-le-feu. Mais enfin, nous en sommes encore très, très loin. Les pays de l'Europe, les pays de l'OTAN en Europe, qui sont pour la plupart membres de l'Union européenne, appuient l'Ukraine pas simplement avec une assistance militaire, mais en veillant également à ce que l'économie ukrainienne continue de fonctionner. Je crains de voir les Russes, au contraire, essayer de perturber cette économie à travers des campagnes de désinformation, de mésinformation qui renforcent le soutien de la classe politique, qui sont contre l'assistance. Et c'est quelque chose que je ressens dans mon propre pays. La cohésion de l'OTAN et de l'Union européenne doit être claire et univoque pour éviter une telle perturbation. Quelquefois, les pays de l'OTAN peuvent également accompagner les activités de l'Ukraine de manière plus directe. Je pense notamment à la défense des lignes de communication de la mer Toire à proximité des territoires de l'OTAN. Ce soutien a permis aux Ukrainiens de maîtriser l'espace de la mer Noire occidentale et d'ouvrir les couloirs humanitaires et les exportations de céréales. Pour ce qui est de la mer Noire orientale, l'Ukraine a utilisé sa technologie des missiles, sa propre technologie de missiles et de drones pour empêcher la Russie d'exploiter sa propre marine. La marine russe s'est retirée des ports de la Crimée et maintenant est basée à Novorossiysk, et les Russes sont en train de construire un port naval près de l'Abkhazie, qui est évidemment un territoire géorgien, c'est une autre affaire, mais c'est encore plus à l'est. Alors, les forces de dissuasion font intervenir des jeux de l'esprit assez mystérieux. Ces techniques ne sont pas infaillibles, mais jusqu'à présent, elles ont pu éviter une escalade et notamment un échange nucléaire. Il faut essayer de maintenir cette dissuasion. J'ai parlé de force cinétique et l'usage traditionnel des armes de guerre, mais il faut quand même souligner en guise de conclusion qu'il y a tout un ensemble de cyberattaques et d'autres activités hybrides dont je n'ai à peine parlé, notamment la guerre de l'information. À mesure que nous approfondissons cette analyse sur le fonctionnement de la dissuasion dans cette guerre, il nous faudra traiter cette zone grise. Et mon expérience à l'OTAN montre que ces zones grises constituent déjà un théâtre de conflit, parce que
toute la journée, il y a des attaques sur les systèmes de l'OTAN, les systèmes informatiques, une guerre de l'information qui fait rage au quotidien. Et donc, quand on s'intéresse aux forces qui sont présentes sur cette guerre, il faut voir cette zone grise et notamment cette guerre hybride. J'appelle vos commentaires sur votre appréciation de ces problèmes, notamment dans le domaine hybride et pas simplement la guerre cinétique et conventionnelle. Je m'en tiendrai là. J'attends maintenant vos observations, vos questions, si vous en avez. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Rose Goldman. Voilà. Juste peut-être pour introduire nos échanges, vous avez connu une période où les discussions entre Américains et Soviétiques, puis ensuite avec les Russes, étaient extrêmement ordonnées, réglées, continues à travers des procédures, des instances de désarmement. Aujourd'hui, aucune d'entre elles ne fonctionne plus. Donc comment ce dialogue s'établit d'une certaine manière, de manière beaucoup moins formelle, pour éviter le pire, faire qu'on reste au fond dans une situation, parce que c'est quand même une situation historiquement inusuelle, parce que au temps de la guerre froide, l'Europe était le centre du bras de fer nucléaire, mais il n'y avait pas de conflit d'une certaine manière, et le nucléaire, il y avait des crises nucléaires comme les Pershing, mais à aucun moment un conflit ouvert ou une crise dans Budapest, Prague, dans lequel on imagine que le nucléaire serait impliqué. Là, on se trouve dans une situation où le nucléaire, finalement, permet de dire que si Moscou ne franchit pas une étape qu'il fait sortir du conventionnel, rien n'est interdit, mais que de l'autre côté, du côté des alliés de l'Ukraine, tout n'est pas autorisé. D'une certaine manière, et donc on y met quelque part des formes. Et donc comment se fait cet équilibrage, d'abord sur la discussion centrale qui a permis de mettre un périmètre, de dire voilà, la dissuasion nucléaire fait que le conflit restera confiné à telle zone, la convention de Montreux s'appliquera, mais la mer Noire reste un enjeu de compétition possible, qu'on peut même envisager des frappes en territoire russe, mais à condition de les délivrer, vous l'avez indiqué vous-même, en prenant un certain nombre de précautions de forme. Et donc, comment finalement tout ça, est-ce que ça s'est défini de manière spontanée? Mais il y a quand même eu des discours, il y a quand même eu, et d'ailleurs vous-même, vous le présentez en disant, voilà, les Ukrainiens eux-mêmes n'utilisent pas l'armée régulière quand ils veulent tirer, ou disent que ce sont des armées ou des attaques clandestines dans le territoire russe. Donc on voit bien qu'il y a eu un vocabulaire nouveau qui se crée, qui est le vocabulaire de la dissuasion d'une manière générale et le vocabulaire de la dissuasion durant la guerre. Et donc, comment ce vocabulaire a été généré? C'est peut-être la première question. La deuxième question, elle est pour les Européens, évidemment de manière très forte, parce que les règles qui sont établies, c'est tout ce qui est dans l'OTAN est intouchable, tout ce qui est hors de l'OTAN est finalement un sujet de contestation. Et donc ça implique qu'en tout cas l'OTAN soit absolument très fort, qu'aucun doute ne puisse exister quant à l'assurance américaine donnée aux Européens dans l'OTAN. Donc, or, on ne voit pas beaucoup de manifestations, de réitérations très fortes de l'engagement au plan nucléaire, on ne voit pas plus que ça. Et d'une certaine manière, certains signaux politiques au Congrès, dans l'aide à l'Ukraine, peuvent faire créer tout d'un coup un doute. Donc, on voit bien comment Russes et Américains peuvent s'entendre pour qu'on ne monte pas aux extrêmes vers le nucléaire. Mais au fond, comment cela se règle
pour les Européens. Et jusqu'où, d'une certaine manière, ce jeu de la dissuasion peut continuer en protégeant toujours les intérêts européens. Thank you. Je vous remercie de ces questions qui sont d'une grande complexité et j'imagine que nous serons amenés à les approfondir ce soir. Mais quelques observations initiales. D'abord, l'idée que on autorise beaucoup de choses aux Russes, mais pas grand-chose au côté de l'autre côté, du côté de l'OTAN. Moi, j'ai vu les menaces nucléaires de l'OTAN qui, à mes yeux, constituent une expression de faiblesse russe parce que Poutine ne dispose pas des outils qui lui permettraient d'affronter l'OTAN, ou les forces de l'OTAN. Alors, il pensait qu'il était bien placé pour déclencher une guerre éclair contre l'Ukraine et saisir la capitale ukrainienne en l'espace de quelques jours, et renverser le gouvernement et mettre en place son propre gouvernement. Et en fait, il avait absolument tout faux, non pas en raison de ce qu'ont fait les Alliés, mais parce que l'Ukraine elle-même et les forces armées ukrainiennes ont réagi de manière remarquable. Et donc, toutes ces menaces, ces bruits de sabre nucléaire sont des bruits émis par Poutine pour se faire croire à lui-même que l'OTAN n'interviendra pas dans la guerre qu'il mène contre l'Ukraine, mais en réalité, cette menace-là est devenue sans objet puisque l'Ukraine elle-même a pu se défendre et empêcher la Russie de saisir le pays et de renverser le gouvernement. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect qui, à mon sens, est essentiel, c'est que justement ces menaces implicites nucléaires ont trouvé leur apogée au moment, je crois que c'était en septembre ou en octobre 2022, date à laquelle les forces russes étaient au bord de la défaite. Elles étaient au bord de la Dniepr, les forces russes étaient en déroute, les forces ukrainiennes derrière elles, et on l'a lu dans la presse. Enfin, cette chose a été largement discutée dans la presse. Ce qui préoccupait Washington, c'est que Poutine, le dos au mur, risquerait d'avoir recours à l'arme nucléaire justement pour éviter une totale défaite des forces russes. Et on a pu l'en dissuader, heureusement, et c'est en fait le président chinois qui l'en a dissuadé, ainsi que le Premier ministre indien, même si il ne voulait pas écouter les paroles de Washington ou des capitales de l'OTAN, il était prêt à écouter les conseils des dirigeants chinois et indiens. Mais disons que dire que la Russie dispose d'une grande marge de manœuvre est à mon avis inexact. Et à mon sens, l'OTAN exerce une réelle capacité de dissuasion, à mon sens en tout cas, et de manière extrêmement cohérente depuis le début de ce conflit. Et je crois que Poutine avait la conviction que les alliés de l'OTAN se fragmenteraient, se diviseraient. Et en fait, ce qu'il a pu voir, c'est que l'alliance au contraire s'est renforcée et même l'Union européenne a pris un engagement très ferme d'appuyer l'Ukraine économiquement et s'est engagé également à reconstruire le pays à l'issue de la guerre. Donc, on n'est quand même pas dans la situation à laquelle Poutine s'attendait. Évidemment, il essaie de peindre ça sous un jour positif. Il a fait mobiliser une deuxième mobilisation de quelques centaines de milliers de soldats. Alors, on verra bien ce que les Russes seront en mesure de faire dans cette étape suivante. J'ai noté dans ce week-end les commandants
de l'Ukraine qui disait nous pouvons tenir ces lignes de front, mais on a besoin d'aide. Il y a une espèce d'impasse en ce moment, mais du côté ukrainien, les commandants sur le terrain sont assez confiants. Ils pensent pouvoir défendre leur ligne, mais il faut continuer à leur apporter notre aide. Alors, on a évoqué tout à l'heure cette assurance que nous avons pu donner à la cohésion de l'Alliance, et d'ailleurs l'Union européenne a pu également faire montre de cette cohésion, mais c'est en même temps un moment très difficile puisque c'est la saison des élections qui s'approche. En Europe, il y en aura un certain nombre, mais également aux États-Unis, bien entendu, l'élection présidentielle aura lieu cette année. Et les tentatives de l'un ou l'autre candidat, M. Trump en particulier, met en cause le soutien des États-Unis à l'Alliance. Ceci vient un peu mettre un point d'interrogation sur le soutien apporté par les États-Unis à l'Europe et même à l'Asie. Alors, la question se pose, mais il nous appartient de garder le cap et de nous focaliser sur ce que nous devons faire pour appuyer, pour accompagner, pour aider l'Ukraine et continuer à faire passer ce message très clair, la force de la dissuasion de l'OTAN, et j'ai toujours appuyé les efforts déployés par l'OTAN pour faire montre de sa dissuasion nucléaire, en particulier, notamment en poursuivant, comme toujours, la politique et les exercices de dissuasion nucléaire. Le dernier exercice en la matière a eu lieu en octobre dernier, et c'est un signe très clair de la capacité de l'OTAN à défendre et à renforcer la défense collective. Et donc, quelle que soit l'issue du cycle électoral, il convient de faire tout ce que nous pouvons pour faire passer ce message de force et de cohésion dans un moment de difficulté que, bien entendu, je le reconnais. Je me permets de préciser parce que c'est vrai que dans le langage français, la dissuasion est très connotée nucléaire. Et vous l'avez dans votre propos montré qu'il y avait d'autres formes de dissuasion, y compris commerciale ou économique, et cette dissuasion conventionnelle que représente la masse de l'OTAN face à Poutine. Some would even call it integrated deterrence. On parle même de dissuasion intégrée. Bon, on ne va peut-être pas entrer dans le détail de ce concept ici. Étudiants, et puis ensuite on généralisera si Rose Gottmiller est d'accord avec d'autres personnalités. Alors, mademoiselle, si vous êtes d'accord, on prend 3 questions, et puis... ok, je vous en prie. Bonsoir. Tout d'abord, merci beaucoup pour votre présentation. Ma question s'éloigne un peu de la question de la dissuasion. Mais nous avions eu plus tôt dans ce cycle une intervention, il me semble que c'était de Madame Barbara Krung sur l'Europe de la défense, et elle définissait 2 paradigmes principaux qui étaient donc ceux des différents pays européens quant à la vision de la raison de la guerre, donc le paradigme de l'identité. Donc, d'un côté, des pays qui pensent que la guerre est éminemment liée au caractère, à l'identité même de la Russie, et notamment à son histoire. Et avec d'autre côté, d'autres pays européens qui liaient la guerre plutôt à la remise en question de la stabilité et de la sécurité, de la relation entre la Russie et les pays plus dits de l'Ouest, et donc plutôt qui reliait le début de la guerre avec la remise en cause de ce qu'on pourrait voir comme la frontière épaisse entre l'OTAN et la Russie. Et j'étais assez curieuse d'avoir votre point de vue sur cette question. Est-ce que vous seriez plutôt du côté de l'identité ou plutôt de la stabilité? Est-ce que vous... D'accord. Vous pourriez reformuler juste la question plus précisément? Je suis désolée, je me suis un peu perdue, mais
Poser une question, c'est toujours très difficile, finalement. Oui, je vous en prie. Mais vous... Est-ce que vous pensez que la guerre et le début de en tout cas l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022 s'explique plutôt du côté de l'identité et de l'histoire russe, ou plutôt du contexte et des équilibres stratégiques peut-être remis en cause avec l'expansion de l'OTAN? Eh bien, merci beaucoup. Alors... Je prends une autre question. Oui, alors, M. Albéric, puis ensuite vous là-haut. Je vous en prie. Bonsoir, merci beaucoup. C'est une question d'un internaute ou c'est la vôtre? C'est la mienne. D'accord. Les questions des internautes viendront après. Très bien, très bien. Merci beaucoup pour votre conférence. Donc ma question va être un peu en lien avec l'attentat qui a touché Moscou ce week-end. Donc la précédente stratégie de l'OTAN, remontant à 2010, considérait le terrorisme comme la principale menace. Vous avez été secrétaire général adjoint de l'OTAN pendant que l'Europe connaissait une vague d'attentats sans précédent. Donc celle de 2022 a évidemment, la nouvelle stratégie de l'OTAN a dû prendre en compte le contexte en Ukraine. Mais selon vous, quel est le prochain focus de la prochaine stratégie de l'OTAN? Quel est le prochain adversaire qui sera défini dedans? Est-ce qu'on peut s'attendre à un retour du terrorisme comme la menace principale de l'OTAN? Est-ce que l'attaque de Moscou était un chant du cygne de l'État islamique, ou plutôt une démonstration de force et un rappel qu'ils sont toujours présents? Et surtout, qu'est-ce que ça indique de l'évolution du terrorisme par rapport aux dernières attaques qui ont endeuillé la France ces dernières années? Merci. C'était une question perlée. Alors, à vous, monsieur. Good evening, Madam Secretary. Bonsoir, Madame la secrétaire. Je voulais vous demander ce que vous pensiez des risques de prolifération nucléaire, justement, suite à la guerre en Ukraine. L'Ukraine, comme vous le savez, a rendu ses armes en échange de garanties de sécurité et en échange, 20 ans plus tard, la Russie, finalement, l'a envahi. Je voulais savoir si vous pensiez que d'autres pays, notamment, je pensais particulièrement à la Pologne, pouvaient avoir envie de développer eux-mêmes des armes pour se protéger et ce que ça pouvait engendrer par la suite. Audacieux. Alors, je vous laisse répondre. Trois excellentes questions. Je vous remercie de les avoir posées. Alors, sur le premier point, je pense que cette guerre était bien entendu liée à l'identité russe, mais c'est pas une identité guerrière, c'est une identité d'invasion. En tout cas, c'est ainsi que les Russes en parlent, ceux qui ont acheté, entre guillemets, qui ont accepté le raisonnement de Poutine, les explications de cette guerre. Et les Russes ont dit qu'à travers leur histoire, ils ont toujours été envahis et que maintenant, la menace d'invasion est l'une des raisons, en tout cas, pour lesquelles les Russes donc accusent l'OTAN d'être le traître dans cette histoire, parce que c'est l'entourage de Poutine et Poutine lui-même qui accuse l'OTAN de vouloir envahir la Russie, alors que l'OTAN est une alliance de défense et l'OTAN a... D'ailleurs, il y avait un discours discours public tout à fait intéressant, après que certains dirigeants occidentaux ont parlé de la défaite stratégique de l'OTAN. Je ne sais pas si on en a beaucoup parlé ici à Paris, mais c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé aux États-Unis. Les Russes disent, vous parlez de la défaite stratégique des Russes, et nous, lorsque nous entendons ce mot, cela veut dire que vous allez envahir, démembrer la Russie et renverser le gouvernement. Enfin, c'est ce qu'entendent les Russes lorsque les Occidentaux parlent de défaite stratégique, alors que les stratèges occidentaux disent non, nous ne disons pas cela. Nous vous disons, vous devez quitter l'Ukraine, reconnaître que vous avez fait fausse route en envahissant l'Ukraine, et vous consentez à, à réparer et à vous... Et donc,
accorder des réparations à l'Ukraine. Alors évidemment, il y a eu des invasions des invasions dans des pays de l'Est, et lorsque l'OTAN parle de la défaite stratégique de la Russie, c'est justement par rapport à cette histoire passée d'invasion. Mais ce discours-là, moi, je n'y crois pas. L'invasion de l'Ukraine, en tout cas venant de Poutine, était en partie liée à son isolement pendant la crise sanitaire, et il s'est trouvé entouré de conseillers qui lui parlaient de l'histoire de la Russie, de la grandeur de la Russie, et l'idée que la Russie a pour destinée de reconstituer un empire slave qui incorporait l'Ukraine et la Biélorussie. Et c'est ça qui a monté un peu la tête à Poutine, qui s'est dit que les Ukrainiens accueilleraient les bras ouverts cette arrivée des Russes qui viendraient intégrer leur pays à cet empire slave, ce qui était évidemment complètement à côté de la plaque. Et c'est ceux qui ont évidemment trompé Poutine sur ce front, mais une fois que la guerre s'est déclenchée, évidemment, tout le monde a dû se rallier autour de Poutine, et ceux qui d'ailleurs s'opposent à la guerre en Russie doivent se cacher. Alors, ce n'est pas tellement une histoire de l'identité russe, ou en tout cas, cette identité a servi d'excuse d'abord à l'invasion et à la guerre, mais ceci, à mon sens, n'a rien à voir avec l'élargissement de l'OTAN, parce que ma propre expérience du rôle de Poutine dans la formation de la relation entre l'OTAN et la Russie, c'était quand même Poutine lui-même qui est venu au sommet de Rome en 2002, qui a signé la déclaration de Rome, qui a donné naissance au Conseil OTAN-Russie, avec des projets intenses entre l'OTAN et la Russie qui se sont poursuivis pendant une dizaine d'années avant de s'interrompre au moment de l'invasion de la Crimée. Donc je ne pense pas, à mon sens, que l'OTAN, en tant qu'alliance, avec son élargissement, soit, si vous voulez, la source de cette guerre. Hein, c'est bien plus cette notion de recréer la terre de la patrie, la Sainte Russie. Mais il faut quand même se rappeler comment s'est fait l'élargissement de l'OTAN, et cet élargissement a été accepté avec beaucoup de sérénité du côté russe, et il y avait une véritable coopération entre l'OTAN et la Russie sur la base de l'acte fondateur du Conseil OTAN-Russie, qui a été renouvelé et renforcé par la déclaration de Rome de 2002. Donc, cette histoire a été oubliée à Moscou, et à mon sens, on s'en sert comme excuse pour déclencher cette guerre. Maintenant, pour ce qui est du terrorisme, pour moi, il a toujours été intéressant de voir, et en particulier ces derniers jours dans la presse, la réaction des Russes, et en particulier à Moscou, la réaction à cet attentat au théâtre de Moscou. Moi, j'ai vécu à Moscou entre 2006 et 2008. Je connais bien cette salle de concert où je me suis rendu à plusieurs reprises. Je sais exactement où cet attentat a eu lieu, et on ne peut que déplorer cette effusion de sang, ces victimes, et les Russes qui ont été interrogés là-dessus pensent immédiatement à la guerre de Tchétchénie, la prise d'otage dans cette école à Betslam, et toute cette idée, si vous voulez, du djihad islamique et de l'État islamique. Et en l'occurrence, ISIS, Al-Qaïda a revendiqué la responsabilité de cet attentat. À mon avis, il y a là quelque chose d'à la fois dangereux et très malheureux, que maintenant Poutine essaye de coller cet attentat à l'Ukraine et aux Ukrainiens. À mon sens, c'est une tentative tout à fait
cynique et calculé de renouveler cette justification de cette nouvelle phase avec la mobilisation, cette étape suivante de la guerre contre l'Ukraine. Mais en écoutant ce qu'a dit le public russe à l'issue de cet attentat, chacun s'accorde à reconnaître le danger que représente l'État islamique. C'est le même danger d'ailleurs qui sévit ici en Europe. C'est le même danger que les États-Unis connaissent également, puisque les États-Unis ont été ont fait l'objet d'attentats terroristes depuis le 11 septembre sur le sol américain. Les attentats du 11 septembre, chacun s'en souvient, et ces attentats terroristes ne vont pas disparaître, mais évidemment c'est quelque chose qu'il va falloir de continuer de suivre de près et contre lesquels il va falloir lutter. Je sais que le gouvernement français ainsi que d'autres gouvernements européens ont renforcé le niveau d'alerte, et c'est le cas en particulier en France. C'est absolument ce qu'il faut faire. Il faut être dans un état de préparation constante face à ce genre d'éventualité. Et puis, dernière chose à dire, je trouve qu'il est remarquable, malgré les avertissements qui ont été envoyés à la Fédération de Russie quant à la possibilité de grands attentats terroristes avant les élections présidentielles, que les services de sécurité n'étaient de toute évidence pas plus préparés à se défendre contre cet attentat. Les services de sécurité étaient prêts à se défendre contre n'importe quelle personne qui allait manifester contre l'élection présidentielle et la façon dont elle a été menée, et ceux qui allaient manifester contre la mort de M. Navalny, mais ils n'étaient pas prêts contre cet horrible attentat terroriste, et donc il faut qu'ils examinent aussi leur propre préparation pour pouvoir être mieux à même de se défendre. Les risques de prolifération nucléaire après la guerre. Selon moi, les risques de prolifération nucléaire sont réels et il est toujours nécessaire de s'y pencher de très près. Mais j'aimerais vous donner mon point de vue pendant un instant parce que j'ai été tout à fait impliqué dans la négociation du protocole de Budapest en 1993-94. J'ai été très impliqué dans ces efforts visant à s'assurer que la dislocation de l'Union soviétique ne se traduise pas par l'émergence de 3 nouveaux États nucléaires, l'Ukraine, le Kazakhstan et le Bélarus, sur les cendres de l'URSS. L'Ukraine et le Kazakhstan avaient tous les deux plus de 1000 têtes nucléaires déployées sur leur territoire, ainsi qu'un grand nombre de missiles à l'époque, et je reste d'accord, je reste convaincu que c'était le cas. Il était important de s'assurer que l'on n'ait pas 3 nouveaux États nucléaires qui arrivent sur la scène à cette période. Et donc, nous avons travaillé sans relâche pour nous assurer que ces pays reçoivent des assurances quant à leur propre sécurité et que les ogives nucléaires et que les vecteurs soient évacués et éliminés, ou bien parfois les systèmes qui venaient du Bélarus ont été redéployés en Russie. Ça, c'est un autre problème. Nous avons vu des systèmes sont retournés, soi-disant, au Bélarus. Ça reste à confirmer, mais à mon avis, c'était la bonne mesure à prendre à cette époque. Parce que ces États étaient incroyablement fragiles à ce moment-là. Ils n'étaient pas suffisamment forts du point de vue de leur intégrité territoriale, leur souveraineté, leur puissance économique, leur puissance militaire. Est-ce que nous nous sommes achetés en dénucléarisant l'Ukraine, le Kazakhstan et le Bélarus en 93-94, c'est 30 ans leur permettant de s'établir en tant qu'État fort et souverain, indépendant également, et nous en avons vu les conséquences en ce que l'Ukraine a pu se battre pour sa survie ces 2 dernières années en réussissant à se défendre contre l'OTAN, contre la Russie, contre cette attaque russe. Oui, on pourrait parler de l'adhésion à l'OTAN pour l'Ukraine, et heureusement, elle n'a pas eu à se défendre contre l'OTAN. Mais il est tout aussi important de se souvenir de ce moment-là et à quel point ces pays étaient fragiles et il y aurait pu y avoir une guerre bien plus
précoce entre l'Ukraine et la Russie, et ça se serait traduit par le fait que l'Ukraine aurait été vaincue et détruite à ce moment-là. Donc là, on a pu voir la puissance et la cohérence, la cohésion ukrainienne et sa capacité à se défendre en ce moment. Là, bien sûr, cela fait polémique, cette analyse, mais j'invite quiconque à ne pas tirer le mauvais message de cette guerre en Ukraine et à réfléchir à ce que l'Ukraine a réussi à accomplir pendant ces 30 ans, qui lui a permis d'être un pays tout à fait viable. Et nous espérons et nous préparons sa viabilité à venir en tant que pays indépendant et fort. Prendre d'abord les étudiants et ensuite je prendrai... Alors, il y a ici Sacha Wardes. Là-haut, ensuite... Allez-y. Merci, je vais essayer en anglais. Il me semble que on en est à un moment où les Européens doivent être à la hauteur pour renforcer l'équilibre des pouvoirs dans le conflit en faveur de l'Ukraine. L'équilibre des puissances, plutôt même. Il semble que cette condition soit aussi une condition préalable pour rendre la guerre moins intense. Mais jusqu'où peuvent aller les Européens s'ils souhaitent faire de cela une réalité? Votre présentation. Donc, vous avez évoqué le début de la guerre en Ukraine dans votre exposé, notamment l'avancée russe. Et finalement, il y a un petit peu un statu quo aujourd'hui, c'est-à-dire que les Russes ont beaucoup avancé d'un coup. Ils ont eu, enfin, sur le Donbass, ils ont pu avoir une implantation importante pour leurs buts de guerre principaux à ce moment-là. Mais la guerre, tout de même, depuis quelque temps, devient une guerre de position. Et donc maintenant, dans la bouche des leaders européens, occidentaux, on parle de cette notion d'une défaite de l'Ukraine impossible. C'est un petit peu le message qui revient régulièrement. Et donc celle-ci aussi est souvent liée au fait que l'Ukraine devrait récupérer la Crimée. Sauf que ce narratif-là est opposé à celui des Russes qui disent que plus les Européens vont donner des armes importantes, efficaces, qui permettent justement à l'Ukraine d'avoir une défense beaucoup plus technologiquement plus importante, enfin pouvoir vraiment se défendre pour contester la Russie. Plus on donne des armes un peu puissantes à l'Ukraine, plus les Russes vont être finalement féroces et vont aller beaucoup plus loin. Et donc la paix dans cette histoire devient de plus en plus éloignée de notre conversation stratégique, on va dire. Et donc vis-à-vis de justement la dissuasion et des moyens de détourner le conflit, est-ce que cette discussion n'est pas très épouvante, n'est pas très inquiétante pour la paix demain? Est-ce que finalement c'est pas la pire situation qu'on peut avoir pour le risque nucléaire? Je vous remercie. Merci, monsieur là-haut. Bonsoir, merci pour votre conférence. Alors ma question est en lien avec une des précédentes questions. Pensez-vous que le bombardement de l'OTAN sur la Serbie fut une posture défensive? Le bombardement de l'OTAN sur la Serbie fut en 99 fut une posture défensive. Merci de cette question. Non, je prendrai les questions à la suite, on le prend par moment. Très bien. Donc, comme je l'ai dit dans mes remarques, je crois qu'il est très important pour nous tous dans l'OTAN, y compris les États-Unis, même si là encore, je reconnais les questions qui sont posées dans notre campagne électorale et qui sont posées par le fait que le Congrès au Capitole et les républicains à la Chambre des représentants n'ont pas permis au vote de se produire sur l'aide à l'Ukraine. Mais je souhaite insister sur le fait que si on permet à ce vote de se passer, il y a une majorité des deux partis pour soutenir ce projet de loi d'aide. Donc je crois qu'il y a encore un fort degré de soutien pour l'Ukraine aux États-Unis. Certains se sont aussi émus d'un certain isolationnisme aux États-Unis, mais
il est intéressant de voir une enquête du Chicago World Affairs Council qui souligne qu'il y a toujours eu une certaine tendance à l'isolationnisme aux États-Unis historiquement. Cela représente environ 30% de la population américaine. C'est toujours d'environ 30%, cette proportion de la population américaine, mais ce qui a évolué, c'est que l'équilibre s'est déplacé. Auparavant, c'était bien divisé entre républicains et démocrates. Maintenant, il semble que cela ait basculé en faveur des républicains qui se sentent de plus en plus isolationnistes et les démocrates disent l'inverse, mais cela représente environ 30% de la population des États-Unis. Il y a donc encore une majorité claire en faveur d'une coopération poursuivie entre les États-Unis et nos alliés et d'un rôle continu pour assurer l'environnement sécuritaire international. Ça, c'est un point de vue important qu'il faut se rappeler quand nous pensons à l'avenir. Franchement, je pense que les Européens ont fait ce qu'il fallait en cherchant des moments, en cherchant des façons à cette période d'incertitude avec les États-Unis pour envoyer un message clair selon lequel les Européens sont déterminés à poursuivre leur assistance à l'Ukraine. J'ai été très impressionné par la façon dont le président tchèque, par exemple, Petr Pavel, a dit qu'ils avaient trouvé 800 000 cartouches qui avaient le bon calibre pour l'armée ukrainienne. Achetons-les, investissons, rassemblons les fonds nécessaires pour racheter ces munitions. Et ça, ce geste, c'est une déclaration claire que l'Europe va poursuivre son engagement à aider militairement l'Ukraine. Et c'est un bon message. Et d'ailleurs, à la suite de cela, il y a aussi la nécessité de continuer à reconstruire l'industrie de défense ici en Europe pour avoir la capacité d'offrir une aide militaire constante, mais aussi pour reconstituer les forces militaires ici en Europe et dans l'OTAN. Deuxième point important pour moi, c'est la façon dont l'Union européenne a commencé à adopter des mesures pour être une source stable et constante d'aide au budget ukrainien. Et je m'intéresse beaucoup à l'avancée des débats, par exemple, pour prendre des paiements d'intérêt de 2 à 3 millions d'euros, des paiements d'intérêt sur le capital des actifs russes gelés pour verser ces intérêts aux Ukrainiens. Alors, pour moi, je ne suis pas en faveur d'utiliser le capital gelé, mais utiliser les paiements d'intérêt, c'est une façon d'apporter un soutien constant. Donc, quoi qu'il se passe, il y a des façons selon lesquelles l'Europe peut continuer de jouer un rôle fort et constant dans son soutien aux Ukrainiens. Sur cette question d'un cessez-le-feu stable et comment on pourrait avancer dans cette direction. Je pense vraiment qu'il est clair que les Russes ont plus de troupes, une plus grande puissance militaire. Eux-mêmes, ils ont été à même de reconstituer leur propre industrie militaire en créant armement après armement, mais il y a toujours des limites. On a toujours été confronté à ce défi pendant la période de la guerre froide. On disait que les forces armées soviétiques avaient une grande supériorité sur les forces otaniennes, mais on a toujours trouvé des manières de nous défendre contre cette supériorité des forces conventionnelles. Et ça, c'est un domaine où je me suis dit qu'il était important de trouver des modalités permettant aux Ukrainiens d'envoyer des signaux pour mettre fin à ce statu quo sur le terrain, par exemple en expliquant qu'ils étaient à même de maîtriser la mer dans la mer Noire pour nier une supériorité aérienne totale aux Russes au-dessus de l'Ukraine. Oui, les Russes peuvent envoyer des missiles sur les cibles ukrainiennes, mais ils ne peuvent pas utiliser leurs aéronefs à voilure fixe ou à voilure tournante pour frapper des cibles ukrainiennes. Donc, ils ont dénié aux Russes leur supériorité aérienne. Et mon collègue Mike O'Ryan, nous avons écrit un article dans Foreign Policy en janvier où nous disions que c'est exactement
le problème avec lequel l'OTAN était aux prises pendant la guerre froide. Et à l'époque, ce que nous avons fait, c'est que nous avons créé le concept d'équipe conjointe pour utiliser toutes les capacités aériennes otaniennes pour mettre en œuvre des zones temporaires de supériorité aérienne pour permettre de transpercer les lignes soviétiques. C'était une mesure tactique. Là, je ne parle pas de mesure stratégique, mais c'était une mesure tactique. Les Ukrainiens, même aujourd'hui, avec leurs capacités autochtones, ont cette capacité de pouvoir harceler les Russes sur le front, effectuer une percée à un certain niveau tactique, dans certains cadrans, et pour pouvoir modifier le calcul sur le terrain concernant ce statu quo. Et il faut les aider en fournissant des capacités de guerre électronique. Je pense que ils ont les capacités autochtones, mais ils ont besoin d'aide vraiment pour assembler cette idée d'attaque aérienne conjointe avec plus de capacités de guerre électronique. Là encore, c'est tout à fait tactique, mais là où je veux en venir, c'est qu'il y a des modalités nous permettant de changer la dynamique, même sur le terrain, avec ce statu quo, pour que les Russes reçoivent le message qu'ils ne peuvent pas avoir une impunité totale dans la guerre. Ils peuvent être attaqués et harcelés à n'importe quel moment, et ça, c'est un message important pour aider les Ukrainiens et leurs partenaires. Donc, si vous me posez des questions particulières, là, je pense que c'est un domaine où les Européens pourraient fournir ce genre de capacité aux Ukrainiens. Voilà, ça aussi, cela permet de répondre à cette notion du statu quo dans le Donbass. Là, je crois qu'il y a des façons de perturber le statu quo pour nier l'impunité aux Russes. Les Ukrainiens l'ont bien fait en l'air, dans la mer Noire. Comment est-ce que maintenant nous pouvons faire advenir cela aussi sur le front en ce moment d'enlisement? Série de questions. Oui, on est intervenu au Kosovo pour protéger, je vous le rappelle, les populations albanophones kosovares qui étaient bombardées et pourchassées. Alors, une autre série de questions. Allez, je vous en prie. Bonjour, merci. Dans l'hypothèse où l'administration américaine resterait aux commandes au mois de novembre, jusqu'à quand pensez-vous que le soutien à l'Ukraine restera sur le même rythme, surtout dans l'hypothèse où, là, à la fin de la Rasputitsa et la fin de l'hiver, s'il n'y a pas d'avancée cet été, est-ce qu'on peut imaginer que les États-Unis commenceront à avoir une certaine forme de lassitude envers l'Ukraine s'il n'y a pas d'avancée sur le terrain? Et deuxième question, que pensez-vous, si jamais M. Trump arrive au pouvoir, de l'évolution de l'aide américaine envers l'Ukraine, surtout quand on connaît ses positions envers l'OTAN et le financement américain de l'institution et les dépenses énormes envers les conflits comme cela? Merci. Merci. Alors, il y a monsieur là qui demande la parole depuis très longtemps, et ensuite, il y a devant. Bonsoir et mille merci pour votre intervention. Et je vous présente d'ores et déjà mes excuses pour la difficulté de la question que je vais vous poser. Vous êtes notre dernière intervenante de ce cycle et j'aurais souhaité, s'il y avait un message d'espoir à dispenser, ce qu'il serait. Merci. Ici. Thank you, Rose. Merci Rose pour votre communication importante. Vous avez parlé d'un sujet très difficile. J'ai deux questions. Concerne l'intrusion d'un missile russe en Pologne la semaine dernière. Quelle a été la réaction du NATO? Et la deuxième concerne le commentaire que vous pourriez faire sur le propos qu'a tenu le président de la République française, à savoir que tout était possible. Merci beaucoup de ces questions. Rose, c'est à vous. Et il y en aura d'autres. Et je ne sais pas s'il faut s'en réjouir, mais il y en aura d'autres, c'est sûr. I'm going. Alors, je vais bien mériter un verre après cela.
J'ai oublié de répondre à la question sur la Serbie. Je ne voulais pas la mettre de côté. En fait, on m'a posé la question lorsque j'étais secrétaire général adjointe de l'OTAN. Et ce que je peux dire, c'est qu'à l'époque, l'OTAN était tout à fait déterminée à essayer d'arrêter ce qu'elle pensait être un génocide, ce qui semblait devenir un génocide. Donc il y a eu beaucoup de dégâts qui ont été infligés à la Serbie. J'ai visité la Serbie à de nombreuses reprises lorsque j'étais secrétaire général adjointe de l'OTAN, donc j'ai dû traiter cette question fréquemment. Ce que j'ai aussi trouvé très intéressant, néanmoins, c'était la mesure dans laquelle la Serbie était un partenaire proche de l'OTAN. Et avec ce numéro de funambule dans sa relation avec Moscou et avec l'OTAN. À l'époque, j'ai trouvé c'était un numéro de funambule tout à fait important parce que c'était un pays qui pourrait continuer d'être indépendant et souverain sans devoir choisir et qui pouvait bien travailler avec l'un ou l'autre des partenaires, même les deux en même temps. Alors, je ne sais pas quelles seront les séquelles de la guerre en Ukraine concernant ce numéro d'équilibriste de la Serbie, et qui n'est pas le seul pays à le faire d'ailleurs. Mais je pense que la façon dont la Serbie a coopéré avec l'OTAN à bien des égards, notamment elle a parrainé une manœuvre de réponse aux urgences en Serbie en 2019, cela a vraiment permis d'établir une relation de travail tout à fait pratique et pragmatique qui est profitable à la fois à l'OTAN et à la Serbie. Donc, administration Biden, administration Trump, selon moi, ce que nous verrons si le président Biden revient aux affaires pour un deuxième mandat, il gardera la même trajectoire pour trouver des façons, comme l'a dit le président à de nombreuses reprises, pour créer les meilleures circonstances possibles pour que des négociations de paix puissent se tenir entre la Russie et l'OTAN. Je pense donc qu'il y aura une certaine continuité pour un gouvernement Biden 2, mais très clairement, comme d'autres gouvernements, les États-Unis doivent équilibrer leurs priorités avec d'autres conflits, avec l'horrible guerre à Gaza, qui est aussi un facteur récemment qui a poussé l'administration Biden à essayer de jongler entre deux conflits majeurs, tout en essayant de continuer de soutenir l'Ukraine, tout en traitant des grands problèmes qui se sont faits jour après le conflit à Gaza. Non seulement la famine qui accourt parmi les Palestiniens, mais aussi pour essayer de faire en sorte que les prises de décision à Israël aillent dans le bon sens. Et il ne fait aucun doute que les gouvernements sont tirés dans différentes directions, mais à l'état stable, je pense que le soutien pour l'Ukraine va perdurer. Et je pense que d'ailleurs, le gouvernement sera mieux positionné vu la façon dont l'industrie de défense américaine est mieux équipée. Alors, on n'en est pas passé à une économie de guerre comme ça a été le cas en Russie, mais l'industrie de défense américaine sera mieux préparée à continuer de soutenir les Ukrainiens, ou en tout cas, on pourra espérer que cela aidera les armées de l'OTAN à se moderniser, à mieux équiper leurs forces. Comme je l'ai dit dans mon propos, il est difficile de prédire ce que ferait un président Trump. Mais bon, par rapport au moment où j'étais secrétaire général adjointe de l'OTAN, quand j'ai regardé le président Trump venir à l'OTAN la première fois en 2017, il était très critique des alliés de l'OTAN et de leur capacité à partager le fardeau de la défense. Il critiquait fortement les alliés de l'OTAN qui ne respectaient pas leur engagement de 2% du PIB dépensé pour la défense. Là, on en est dans une situation bien meilleure dans l'OTAN aujourd'hui que ce n'était le cas à l'époque. Et
ça ne tient à rien de ce qu'a fait Trump, ça tient entièrement à ce qu'a fait Vladimir Poutine, et donc l'OTAN a dû vraiment relever le gant et augmenter ses efforts. À l'époque, l'Allemagne, il y avait une critique horrible du président Trump quant au gouvernement allemand qui ne l'est pas s'engager à dépenser 2% du PIB avant les années 2030. Et maintenant, le gouvernement allemand, le chancelier lui-même et ses alliés du gouvernement disent qu'ils atteindront 2% du PIB en 2024. Les circonstances sont donc bien meilleures, à mon avis, pour répondre aux préoccupations qui sont toujours évoquées par le président Trump. Il est très transactionnel dans ses interactions. Mais vous avez maintenant plus de 20 pays qui sont prêts à dépenser 2% de leur PIB pour la défense par rapport à la situation telle qu'elle était quand j'étais à l'OTAN, où on en était à peut-être 6, 7, 8 pays tout au plus. Là, la situation a beaucoup évolué. Donc, je ne fais pas du tout de supposition quant à l'attitude de Trump vis-à-vis de l'OTAN si jamais il revient au bureau ovale. Je pense qu'en tout cas, l'Alliance est dans une bien meilleure situation pour travailler avec une administration Trump que ce n'était le cas en 2017, 2018, 2019. Alors, quel est mon message d'espoir ? Eh bien, peut-être que, tout d'abord, l'OTAN est dans un bien meilleur état qu'il ne l'était il y a moins de 10 ans, plus cohérent, plus déterminé, plus concentré sur les nécessités qu'il y a à traiter cette crise profonde de la sécurité européenne, bien plus profonde que je n'aurais attendu lorsque j'étais secrétaire général adjointe. Je pense donc que l'OTAN et l'Union européenne se sont élevés, se sont mis à la hauteur, et donc il y a bien plus de cohérence européenne. Quoi qu'il se passe aux États-Unis, cette cohérence européenne est très importante. Je ne préjuge pas de ce qu'il va se passer aux États-Unis. Je sais qu'il y aura une élection en novembre, c'est une bonne chose, et ce sera une élection libre et équitable. En tout cas, c'est ce que nous prévoyons d'organiser pour l'instant, et donc cela veut dire que la démocratie va fonctionner. Et comme le dit le vieux cliché, la démocratie est le pire de tous les systèmes politiques, à l'exception de tous les autres. C'est ce que disait Churchill, mais en tout cas, je reste convaincu que c'est la réalité de la situation, mais aussi, en fin de compte, il faut continuer de s'en tenir à ces principes, et c'est ainsi que nous perpétuons aussi un message d'espoir. C'est poser une question sur l'intrusion en Pologne. Moi, je me rappelle, enfin, il y en a une ce matin même, où pendant 30 secondes, il y avait une intrusion sur l'espace aérien polonais. On a vu ça également l'été dernier, date à laquelle des fragments de missiles sont tombés sur le territoire roumain, et malheureusement, il y a un an jour pour jour, des fragments d'un système de défense antimissile est tombé en Pologne et a fait plusieurs victimes. Alors, ce que nous voyons, en tout cas, ce sont évidemment des violations de l'espace territorial qui n'est pas associé à un ciblage précis de cibles otaniennes. Enfin, évidemment, c'est le genre d'intrusion contre lesquelles il faut mettre en garde la Russie, parce que jusqu'à présent, la Russie s'est abstenue de viser les territoires de l'OTAN, ou même les mouvements de transit qui passent par ces territoires. Mais enfin, évidemment, s'ils commençaient à franchir ces lignes-là, il faut dire très clairement que de telles intrusions ne seront pas tolérées. Pour l'autre question, je serai très franche avec vous. Je n'ai pas appuyé l'idée du président Macron de faire intervenir des capacités militaires de l'OTAN, ou en tout cas françaises, en envoyant des troupes sur le terrain.
il était question de formation de soldats ukrainiens sur le territoire ukrainien. Ça, c'est une chose. Peut-être des capacités de maintenance. Mais pour ma part, je serais très préoccupé de voir ce genre de message à l'intention de la Russie. Donc moi, je trouve cela extrêmement préoccupant. Alors je sais qu'il y a différentes opinions sur cette question dans cette salle et je serais intéressé, je serais curieuse de les connaître. Alors, Madame Lesotho. Merci beaucoup pour votre conférence. C'est presque amusant de voir que votre interprétation des propos du président de la République est totalement inverse de l'interprétation commune qui est donnée en France. C'est-à-dire que c'était de la dissuasion. Dire que nous sommes prêts à aller jusqu'au pire, y compris de mettre des troupes au sol, c'est de la dissuasion. Et effectivement, dans d'autres capitales, dans d'autres oreilles comme les vôtres, c'est plutôt compris comme un échec de la dissuasion. Et donc, je trouve ça très intéressant. Mais ma question n'a rien à voir. Vous avez parlé dans votre conférence des zones grises, comme le cyber, où on ne sait pas dire vraiment si on est en guerre ou pas. Mais il y a une autre zone grise sur laquelle je voulais avoir votre avis, qui est une zone géographique, qui est la Moldavie. Parce que ça n'est pas dans l'OTAN, ça n'est pas dans l'Union. Et donc, les deux principes que vous avez donnés, pas de frappe en Russie avec des matériels de l'OTAN et pas d'attaque de la Russie sur les territoires de l'OTAN, ces deux principes ne peuvent pas marcher. Et donc, j'imagine que l'OTAN a des plans, et je ne vous demande pas de trahir le moindre secret, mais vous, personnellement, si Poutine attaquait vraiment, lançait un missile quelque part en Moldavie, vraiment de façon très spectaculaire, quelle pourrait être la réponse de l'OTAN? Merci. Jean-Marc. Oui, pour diminuer les risques nucléaires, ne serait-il pas temps d'éviter les amalgames ou la confusion qu'il y a dans les moyens qui sont consacrés à la dissuasion intégrée? Cette dissuasion intégrée, elle est le fruit des campagnes d'abolition de 2008-2009, qui est du traité d'interdiction des armes nucléaires, qui a diminué fortement la présence du nucléaire dans la dissuasion. Et en fait, on arrive à un amalgame qui est mauvais. Et ne serait-il pas judicieux de refaire la distinction entre ce qui est véritablement les armes défensives, entre autres dans l'OTAN, actions défensives, et des actions préventives? Actuellement, on ne parle que de dissuasion et on fait une confusion, à mon avis, entre l'ensemble dissuasion nucléaire, actions défensives et moyens préventifs. Le missile en lui-même n'est pas un système dissuasif, c'est la charge que l'on met dedans qui peut devenir dissuasive, et dans le discours que l'on associe à ce missile. Je pense entre autres au Kinjal. Si le Kinjal réussit certaines attaques actuellement, c'est la charge nucléaire qu'on pourrait mettre dedans qui rend crédible la dissuasion nucléaire. Donc je crois qu'il est temps. On n'est plus dans le temps où il y avait, du temps de Thomas Schelling, avec des gens qui travaillaient la théorie des jeux au niveau de responsables gouvernementaux. On est directement dans des rhétoriques vis-à-vis des populations. Et donc le danger de cet amalgame, je le vois à ce niveau-là, donc cette rhétorique vis-à-vis des populations. Être bien clair sur ce qui est nucléaire et le reste. Merci. Oui, monsieur. Yes, please, madame. Si vous voulez bien examiner les causes du conflit, c'était la question qui avait été posée. Les médias se sont intéressés, ont évoqué le néonazisme en Ukraine, mais est-ce qu'il n'y avait pas un rôle en tout cas les stratèges de la défense, les affirmations de part et d'autre auraient pu déséquilibrer justement les choses et mis le feu aux poudres, si je puis dire.
Non, mais je ne veux pas épuiser notre interlocutrice. Alors, très bien. Allez, devant. Merci pour cette passionnante conférence. Je voulais juste revenir sur un point. Aujourd'hui, on parle de dissuasion nucléaire européenne. D'une dissuasion nucléaire qui serait complémentaire de celle déjà, évidemment, fournie par la protection des États-Unis. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Et justement, comment cela, selon vous, pourrait s'articuler par rapport à ce que fait la France et au rôle que joue la France, qui a dit que sa dissuasion nucléaire, évidemment, intègre cette dimension européenne et les intérêts, et que ça fait partie de ses intérêts vitaux, mais que ça ne se partage pas. C'est Paris qui garde la clé. Donc, selon vous, qu'est-ce qu'on pourra arriver à faire au niveau de l'OTAN? Très bien. Merci beaucoup. Je vous laisse répondre à ces questions. C'est sûr que le rapprochement désormais des familles de missiles qui peuvent être alternativement, notamment des familles de missiles russes qui ont été évoquées, qui peuvent être alternativement chargées de charges conventionnelles ou de charges nucléaires, ont aussi tendance à effacer cette limite entre la dissuasion. Voilà. Alors, je vous laisse répondre. Et je rappelle que les Britanniques ont aussi une force nucléaire qui contribue aussi à la protection de l'Europe. Oui. OK. Très bien. Pour rebondir sur votre observation concernant les propos du président Macron qui étaient censés avoir un effet dissuasif et peut-être une interprétation peut-être erronée de l'échec de la dissuasion. Moi, ce qui m'inquiète, c'est pas tellement ça, c'est les pressions susceptibles d'entraîner une escalade, une situation dans laquelle justement des troupes de l'OTAN se retrouveraient sur le sol ukrainien. Pour ce qui est de la Transnistrie et de la Moldavie, les actions politiques russes ont consisté à semer le trouble dans ces deux pays, à les déstabiliser, mais je ne vois pas trop où la Russie va trouver le moyen de le faire, parce que les forces armées russes sont toutes mobilisées en Ukraine. Enfin, dans les situations ordinaires, on pourrait imaginer des provocations avec la présence de provocateurs en Transnistrie, une déclaration russe affirmant qu'il fallait se défendre contre des forces hostiles en Transnistrie, en Moldavie. D'ailleurs, il était question de déstabiliser le pays et de renverser le gouvernement. Alors là, se pose la question du rôle non seulement des États-Unis, mais des pays d'Europe. Les Moldaves sont d'excellents partenaires de l'OTAN dans la région, donc là, il y aurait un rôle pour l'OTAN. Tout ce que nous pouvons faire, c'est d'assister ce pays, les alertes avancées. Il y a eu d'ailleurs, justement, avant que le Monténégro n'intègre l'OTAN, il y avait une tentative de coup d'État au Monténégro de la part des Russes, et nous avons pu repousser cette tentative en apportant à ce pays l'aide notamment dans la zone grise, qui a permis donc au Monténégro de repousser cette tentative de coup d'État. Donc il y a des choses que nous pouvons faire. Alors, je n'imagine pas d'attaque, sinon cinétique, sur la Moldavie. Enfin, je me trompe peut-être, mais je crois que pour l'instant, tout ce que nous devons faire, c'est d'accompagner, d'appuyer ce gouvernement qui a tout fait et qui a fait déployer des efforts remarquables pour faire avancer la démocratie dans ce qui est, il faut bien le rendre compte, dans ce qui constitue des circonstances particulièrement difficiles. Donc là, je ne peux qu'appuyer tout ce qu'ont fait les Moldaves jusqu'à présent. Maintenant, je ne suis pas sûr d'avoir tout à fait compris votre question, mais je vais voir si j'ai bien compris. Enfin,
ce qui m'intéresserait de voir, c'était l'idée, c'est que la dissuasion intégrée soit liée au traité de non-prolifération. Alors, je ne suis pas dans le secret de l'administration Biden et c'est pas moi qui aurais été associé à l'élaboration de ces concepts stratégiques, mais enfin, on imagine un large spectre des capacités militaires américaines. C'est ainsi que l'on peut voir, enfin, c'est une espèce de boîte à outils qui nous permet de tenir compte pas simplement des conflits conventionnels, classiques, mais également de voir comment d'autres objectifs peuvent être obtenus par d'autres moyens, notamment diplomatiques, et donc venir compléter l'arsenal non seulement classique, nucléaire ou conventionnel, dans les relations notamment avec les alliés. Je crois que dans cette notion de dissuasion intégrée, on essaie d'enrichir la notion de dissuasion, mais cette notion-là n'a pas pu véritablement trouver son expression la plus complète. Et moi, en tant que diplomate, j'aurais bien aimé voir justement des outils diplomatiques être mis en œuvre pour atteindre les objectifs des États-Unis. Mais enfin, encore une fois, cette dissuasion intégrée n'a pas véritablement abouti et je dois vous dire qu'actuellement, je ne vois pas trop ce que signifie le concept même de dissuasion intégrée. Mais ce qu'il me semble, en tout cas, je ne ferai pas l'association entre peut-être qu'une partie de cette notion était associée au traité de non-prolifération, mais ce n'est qu'une partie de ce concept qui trouve son expression. Maintenant, l'autre question, et là, ce sera à moi de rebondir et de demander à la salle ce que devrait être le rôle de la France, parce qu'en termes de dissuasion nucléaire, la France a toujours veillé à ce que sa force de frappe soit bien appréciée pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une dissuasion à l'encontre de menaces nucléaires contre le territoire français. Alors, ce que pourrait être un rôle futur dans la dissuasion nucléaire, je crois qu'il y a moyen de renforcer notre coopération au sein de l'OTAN sans que la France soit associée à la planification nucléaire, ce dont Paris ne veut à aucun prix, mais il y a quand même moyen de travailler de manière plus approfondie à l'OTAN, en tout cas pour essayer de comprendre ce que pourraient être les menaces nucléaires contre l'Alliance et voir comment renforcer la dissuasion élargie, avec ou sans le rôle de la France d'ailleurs. En tout cas, la réponse à cette question doit venir de la France elle-même. En tout cas, de mon propre point de vue, ce que je peux dire, c'est que la dissuasion nucléaire élargie se porte mieux que depuis des dizaines d'années. Nous avons achevé la modernisation des bases nucléaires destinées donc à la dissuasion, aux forces de dissuasion nucléaire élargie, notamment l'infrastructure de stockage des ogives a été modernisée, ce qui est une bonne chose. Nous avons également modernisé avec l'ogive P61-12, qui est la tête nucléaire la plus moderne, qui est entièrement déployée dans le cadre de la dissuasion nucléaire élargie. Et il y a les décisions relatives aux aéronefs à double capacité. Et moi, il y a 5 ou 6 ans, lorsque j'étais secrétaire général adjoint, à l'époque, l'Allemagne n'avait pas encore pris la décision d'acheter les F-35, et il y avait une certaine confusion quant à ce qui se passait avec la modernisation des aéronefs à double capacité. Là, maintenant, la décision a été prise et il appartient au pays d'accélérer le processus d'acquisition de ces appareils. Donc, on se trouve plutôt bien placé pour ce qui est de ces capacités destinées à la mission de dissuasion élargie. Alors, le rôle de la France pourra... c'est à la France de décider de ce que ce rôle sera. Rose, pour cette conférence, pour avoir accepté si
délibérément et volontiers de répondre à ces nombreuses questions. Je vous salue tous, je vous dis à l'année prochaine. Je voudrais remercier avant, on va applaudir Rose, je voudrais juste remercier avant nos deux interprètes qui nous ont suivis pendant ce cycle, Robert Wolfenstein et Anthony Roger. Et maintenant, je vous prie d'applaudir. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci.